auront plus tard dans la vie, ce qui est déjà un élément positif, c'est utile, ce n'est pas au niveau individuel considérable. Aussi un commentaire sur le commentaire de François, c'est qu'on prévient aussi les maladies cardiovasculaires en suivant les préceptes de François sur le sport et l'alimentation, peu riche en graisse animale, on va dire. Alors Jacques, que nous habitions aux Antilles ou soyons tout simplement en vacances au ski, il y a un ennemi pour le cancer, qui s'appelle le soleil. Il faut être très vigilant au cancer de la peau, expliquez-nous. Alors c'est un faux ami le soleil, parce que en fonction de la dose et en fonction de ce que notre capacité personnelle est prête à supporter, nous avons nos systèmes de peau qui sont très différents, plus ou moins résistants, et là aussi nous avons un capital génétique. Il est intéressant de savoir que ce qui nous protège d'une agression trop forte du soleil, c'est ce pigment qui nous colore la peau, qui est la mélanine. Et si, par malheur, trop de soleil détruisent sa fabrication, cet écran disparaît, et à ce moment-là, les rayons du soleil, c'est-à-dire les UV, vont directement attaquer l'intérieur de nos cellules, attaquer nos gènes, ce qu'on appelle notre ADN, le dégrader, et là, on risque un mélanome. Mais aujourd'hui, cette pathologie, malheureusement, avec les habitudes de vie au soleil, se développe malheureusement dans le mauvais sens. Il y a de plus en plus de cas, les nombres de décès sont en augmentation, alors que là, la connaissance, et on voit là la grande capacité de l'information d'éviter des dégâts, là, la connaissance et de soi, de son profil et de quelques règles permettrait vraiment de sauver des vies. Voilà, vous l'aurez compris, faites attention au soleil, on va regarder un complément d'information en images. Je voudrais savoir si dans le domaine des recherches récentes, il y a des avancées nouvelles. Je parle là surtout au niveau de la prévention. Est-ce qu'on a appris des choses autres que le fait que le soleil, c'est pas bon quand c'est trop. Et aussi dans le domaine du diagnostic, le mélanome, ça fait peur. Quand est-ce qu'on peut s'inquiéter ? Donc, oui, alors en matière de prévention, effectivement, chacun, suivant son type de peau ou ses habitudes par rapport au soleil, va avoir un risque différent de développer un cancer de la peau. Donc maintenant, ça, j'espère que tout le monde est bien au courant de ça. Ce qu'on préconise maintenant, en fait, effectivement, c'est une autosurveillance quand même qui est très importante. Voir un spécialiste si on a des caractéristiques individuelles, une peau laiteuse, des cheveux blonds roux, des yeux très clairs, des taches de rousseur, un nombre important de grains de beauté, qui soient normaux ou qui soient déjà un petit peu ce qu'on appelle dysplasiques, c'est-à-dire des grains de beauté qui ne sont plus tout à fait de vrais grains de beauté. Donc ça, c'est des facteurs de risque. Il y a également des facteurs de risque familiaux et de prédisposition génétique, puisque il existe des mélanomes familiaux. En fait, toute lésion suspecte de la peau, il faut commencer effectivement à s'inquiéter. Donc il faut aller voir un spécialiste. Donc en fait, on a une règle de base pour le détecter un mélanome, c'est la règle ABCDE. Donc en fait, ça va être une lésion cutanée pigmentée qui va apparaître. Donc A, c'est pour asynchrone. Donc elle va être différente de chaque moitié de la lésion. B, c'est pour des bords irréguliers. C, c'est pour la couleur, parce que ça va être une lésion, pas comme un grain de beauté, qui va avoir plusieurs couleurs. D, pour la dimension. Et E, parce que ça va évoluer. Voilà. La prévention du mélanome demande la participation des individus. Nous, notre rôle, c'est de vous transférer des informations sur ce qui est bien, sur ce qui est dangereux, mais il y a une part extrêmement importante de la recherche. C'est de la recherche, on se pose des questions. Comment les connaissances que nous avons, nous sommes capables de vous les transférer de façon à ce que vous les compreniez, de façon à ce que vous vous les appropriez et de façon à ce que vous mettiez en place réellement des stratégies. Je voulais juste rebondir sur les mélanomes parce que c'est un très bel exemple de l'utilisation de nouvelles thérapies. Donc il se trouve que dans notre corps, il y a des globules blancs qui circulent, donc les lymphocytes, qui sont d'habitude là pour nous débarrasser des virus. Mais on s'est rendu compte que dans environ 15% des patients atteints de mélanome, à l'intérieur de leur tumeur, il y a des lymphocytes qui sont là
et qui pourrait contribuer à éradiquer les cellules cancéreuses. Mais en fait, ces cellules cancéreuses contraient leur action en actionnant un frein qui est présent à la surface de ces lymphocytes. Et en fait, c'est une très très longue histoire. Il y a à peu près 20 ans, il y a un chercheur au centre d'immunologie qui avait découvert une molécule qui s'appelle CTLA4, c'est pas très important. Mais cette molécule, on s'est rendu compte au cours des 20 prochaines années suivantes qu'elle avait un rôle justement de frein des lymphocytes. Et il y a un certain nombre de compagnies pharmaceutiques, en particulier aux États-Unis, qui ont développé des nouveaux médicaments qui s'appellent les anticorps monoclonaux, qui sont capables de venir neutraliser ce frein. Et les résultats les plus récents, donc malheureusement c'est uniquement ces 15% de patients qui ont la chance, entre guillemets, d'avoir ces lymphocytes qui infiltrent leur tumeur, si on leur administre cet anticorps qui vient neutraliser le frein, eh bien, ils permettent aux lymphocytes T de se débarrasser de leur tumeur et d'être protégés du mélanome. Donc c'est un exemple tout récent. Aussi, je veux souligner que c'est un travail qui a pris 20 ans. La recherche fondamentale avait été faite il y a 20 ans, et c'est 20 ans après que l'on commence juste à voir les effets de ce travail en clinique. Et donc il est important de savoir que l'ARC décerne des prix scientifiques aux jeunes chercheurs. Chaque jeune chercheur qui reçoit une aide de la part de l'ARC peut soumettre sa candidature à ce prix. Alors, pourquoi un prix? Ça permet de reconnaître, de récompenser, et aussi c'est la marque d'une étape. Et chaque année, nous organisons une rencontre de nos jeunes chercheurs. Alors chaque année, 300 jeunes chercheurs qui préparent leur doctorat ou leur post-doctorat bénéficient, grâce aux donateurs de l'ARC, d'une aide et d'une subvention ou d'une allocation salariale aujourd'hui. Et ils sont récompensés par ce prix, dont certains d'entre eux d'ailleurs est relatif à leur capacité à communiquer. Et cette journée rassemble jeunes chercheurs et donateurs. C'est un moyen pour nous de les mettre en face les uns des autres, et très sincèrement, c'est l'une des plus grandes journées de l'ARC, parce que on voit là des générations différentes, mais qui se parlent avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'humanité, et les donateurs voient directement quels sont leurs résultats, et les chercheurs comprennent pourquoi ils travaillent. Alors comment est-il possible aujourd'hui de vous adresser un don pour toutes les personnes qui nous regardent ? Alors, plusieurs moyens. Le premier, c'est tout simplement de faire un chèque et de l'adresser à notre siège à Villejuif. Le deuxième, c'est de faire par Internet, avec le moyen qui s'est développé depuis plusieurs années maintenant, que tout le monde connaît bien, de prélèvement automatique, puisque les chercheurs travaillent sur la durée. Il faut savoir qu'un projet, c'est 2, 3 ans, 5 ans. Et il est important pour nous de savoir de quelles finances et de quelles ressources nous pouvons disposer pour leur assurer une continuité. Donc voilà tous les moyens qu'il y a. Et puis, la générosité du public peut également se structurer autour de ce qu'on appelle les legs, c'est-à-dire faire un testament en faisant un don qui lègue une propriété ou des dons, voilà, toute forme de bien, mobilier ou immobilier, pour pérenniser l'action de l'ARC. Alors admettons, je vous adresse un don de 100 €. Est-ce que ces 100 € sont destinés à la recherche ? Alors la totalité des euros est destiné à la recherche. Mais il y a bien évidemment des frais dits de fonctionnement. On a vu tout à l'heure qu'il fallait expertiser, que nous recevons des centaines de projets, qu'il y a à gérer la comptabilité des donateurs. Mais notre association est très vertueuse, et ça a été reconnu par la Cour des comptes et le comité de la charte, puisque nous consacrons plus de 77% à la recherche complètement. Donc c'est un chiffre vraiment très important dans ce domaine associatif et caritatif. Et la transparence est une de vos valeurs ? Oui, nous avons énormément de contrôles, transparence, rigueur, nous avons un commissaire aux comptes, des contrôles de la Cour des comptes, publication de nos résultats au journal officiel, et on peut aller sur notre site et vérifier nos comptes, ce que nous recevons et ce que nous finançons en recherche, et nous évaluons les résultats. Est-ce que vous recevez aujourd'hui des aides de l'État ? Non, nous n'avons pas de subvention publique du tout, et nos ressources sont exclusivement la générosité des donateurs.
Donc l'État n'a pas forcément un rôle à jouer dans le soutien de cette recherche aujourd'hui. L'État joue son rôle par ailleurs, puisqu'il y a le plan cancer. Nous en sommes au 2e plan cancer et récemment nous avons appris qu'il y aurait un 3e plan cancer. Il y a des organismes tels l'Institut national du cancer, avec lequel nous sommes partenaires d'ailleurs, qui gèrent la coordination sur l'ensemble des soins, de la recherche et même de l'enseignement. Mais sans les associations caritatives, dont l'ARC, la recherche en France ne pourrait pas être à ce niveau. Alors j'aimerais qu'on parle de cette carte bancaire que vous avez lancée en partenariat avec la BRED, la banque. Expliquez-nous un peu le fonctionnement et en quoi elle vous est utile, cette carte. Nous avons effectivement des partenaires qui ont voulu une action dans la durée et ce qu'on appelle une action solidaire. Et à chaque action, soit une nouvelle carte, soit dans certaines conditions d'une action, d'un geste bancaire, il y a une petite somme qui est, si on est d'accord, qui est reversée à l'ARC. Et ça sensibilise aussi des entreprises, des sociétés à l'action solidaire. Et là encore, une fois de plus, ça assure une pérennité. Nous avons ainsi plusieurs partenaires, dont certains sont parfois pour des moments uniques dans l'année, d'autres sur toute la durée. Alors quel regard portez-vous sur l'année 2011 ? L'année 2011 pour l'ARC a été une année importante puisque nous avons refondu notre stratégie scientifique. Alors c'est un bien grand mot. Qu'est-ce que cela veut dire ? En fait, la recherche en France est à un haut niveau en cancérologie, que ce soit au niveau de la recherche fondamentale. D'ailleurs, on a encore eu un prix Nobel de médecine, donc c'est un bon signe. Et au niveau de la recherche clinique, la France est vraiment en pointe. Mais il faut continuer. Et ce que nous avons compris, c'est que si la recherche fondamentale a fait au cours des décennies précédentes énormément de progrès, on a mentionné tout à l'heure ce qu'on appelle les thérapies ciblées, mais il faut maintenant savoir aller le plus vite possible vers le patient. Comment transférer ces données vers le patient ? Et l'ARC a eu beaucoup le soin et le souci de ce qu'on appelle cette recherche translationnelle. Voilà ce qu'on peut dire de l'année 2011. Et est-ce que vous avez des orientations spécifiques pour 2012 ? Nous allons justement développer ce qu'on appelle cette recherche clinique parce que elle permettra à des patients d'être inclus dans ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans les traitements. Et quand ces patients font partie d'un travail au niveau de la recherche clinique, non seulement ils bénéficient des derniers traitements, mais aussi d'un suivi biologique vraiment très poussé qui donne les meilleures chances de réussite. Donc la recherche clinique est un des axes stratégiques pour 2012. Alors on va terminer sur cette émission, Le Grand Direct, dont on a vu quelques extraits. Pouvez-vous nous en parler ? Depuis 3 ans, nous organisons ce qui est un événement qu'on peut qualifier, qu'on a le droit de qualifier comme unique en France, puisqu'il met en direct au contact chercheurs et grand public. Nous le faisons à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer qui, cette année encore, se tiendra le 4 février. Nous avons commencé par une plateforme web où laquelle les internautes pourront poser leurs questions, mais cette année nous avons rajouté le dispositif en préambule de cette journée du 4 février, ce qu'on appelle des chats. Les 3 jeudis précédents, il y aura 3 sujets, justement nutrition, hérédité, cancer et cancer personnalisé. Et puis surtout, le 4 février, dans 3 villes, nous aurons un multiplex en direct où le grand public, et nous invitons les gens à venir dans les mairies de Toulouse, Lyon et Paris, et vous pourrez trouver ceci sur notre site, pour poser les questions en direct à une dizaine de chercheurs sur tous les thèmes d'intérêt qui se développent, et ce qui montre que la mobilisation des chercheurs à nos côtés est grande. Ça, c'est un grand capital. Et est-ce que vous aurez des partenaires pour cet événement ? Oui, les médias ont signé pour être nos partenaires, à la fois en télévision, presse et radio, et nous aurons LCI et La Croix comme partenaires, et une radio RMC. Très bien, merci Jacques et bonne continuation à vous. Merci à vous. Merci, et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'Invité.